Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour. Bonjour David. Président des Cahiers Verts de l'économie. Jérôme Powell qui nous parle de désinflation. Christine Lagarde qui nous dit que la conjoncture économique s'annonce bien meilleure qu'attendue. Ce matin, la Commission européenne qui nous dit qu'en gros, qui relève ses prévisions de croissance pour la zone euro, 0,9%. Réouverture de la Chine à marche forcée. On peut être raisonnablement optimiste, en tout cas le cataclysme ou la récession annoncée ne se produit pas. Alors, il y a annoncé il y a quelques mois encore. Oui, il y a deux éléments dans ce que vous dites qui sont favorables pour les deux marchés principaux, qui sont le marché action et le marché obligataire, qui ont eu plutôt tendance à remonter, même si ça consolide un peu depuis quelques jours, parce que c'est exactement l'inverse de l'an dernier. C'est-à-dire qu'on a une désinflation et on a une stabilisation, voire des perspectives de réaccélération de la croissance. L'an dernier, à peu près à la même époque, surtout après l'entame de la guerre d'Ukraine, le 24 février, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'inflation allait exploser à la hausse et l'activité économique allait baisser. Donc il ne faut pas s'étonner de voir les deux grands marchés, actions et obligataires, progresser. C'est ce qu'on appelle Goldilocks, ce que les stratégistes américains appellent Goldilocks. C'est-à-dire boucle d'or, c'est-à-dire que c'est génial. Il y a de la désinflation. Donc, mais c'est une désinflation qui est générée par un choc d'offres positif. C'est-à-dire que ça se passe bien au niveau de l'offre, grosso modo, et que la demande résiste bien. Et donc, il y a des perspectives de stabilisation, contrairement à la récession anticipée, de stabilisation, voire même de réaccélération, grâce à la Chine en particulier, grâce au fait aussi que l'économie mondiale a quand même bien résisté l'an dernier, et puis parce qu'il y a eu des vecteurs de soutien aussi, il ne faut pas l'oublier. Si on n'a pas été en récession, c'est parce que également, les prix des matières premières ont plus baissé, notamment le choc gazier qu'on craignait il y a 4 mois en Europe. C'est ça d'ailleurs la clé en Europe. Si on n'a pas eu, en Europe, oui. On n'a pas eu de coupure de gaz, de pénurie de gaz et d'explosion du prix, c'est parce que, et c'est dingue, enfin c'est grâce au réchauffement climatique, parce qu'on a eu un hiver qui était doux. Oui, alors il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça. Oui, il y a si, quand même un peu. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait ça manque aussi pas de sel, d'ailleurs, que le LNG, le gaz LNG venant de l'extérieur, venant des États-Unis, voilà. Et qu'on a été favorablement servi parce que l'Asie, en particulier l'Asie de l'Est, elle voyait la demande de LNG plutôt décliner. Donc au total, il y a eu un ça veut dire que ça ne se reproduira peut-être pas en 2023 ? Ça ne devrait pas se reproduire. Néanmoins, les stocks, aujourd'hui, on est à 1 mois et demi de la fin de la période critique, puisqu'au 31 mars, à partir du 31 mars, la consommation de gaz s'effondre, pour des raisons normales, de température à cette époque de l'année. Et on va se retrouver probablement avec des stocks de gaz supérieurs à peu près à 15% de ceux de l'an dernier. Ou même un petit peu supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Ce qui est de bon augure pour l'hiver prochain. Ce qui est de toute chose égale par ailleurs, plutôt de bon augure pour l'an prochain. Voilà. Donc on évite la récession dans le monde. Pour l'instant, sur T4, T1, il y a 3 mois ou 4 mois, on pouvait... Alors, tout dépend de comment on définit la récession mondiale, parce que c'est jamais bien défini. En général, alors nous, on l'a défini au Cahiers Verts comme une croissance annualisée de moins de 2% pendant 2 trimestres. On ne l'a pas parce qu'au premier trimestre, avec la réaccélération chinoise et la résistance de la zone euro, on se retrouve avec une croissance annualisée un peu plus supérieure à 2,5%. Pourquoi tout le monde s'est trompé alors, encore une fois Ce que je viens de dire. C'est ça, c'est le climat, quoi. Le climat, et le climat et le GNL. Alors, il y a eu le GNL américain. Il y a eu un autre truc aussi, le GNL et le climat pour la partie gaz. Ouais. Mais il y a eu un autre truc aussi, c'est effectivement les politiques de soutien. De soutien budgétaire. Au début septembre, quand on voyait le prix du gaz à plus de 300 €, on se disait, franchement, là, ça va quand même être très, très, très compliqué. Et depuis, il y a eu encore de nouvelles mesures de soutien, en particulier de la part de la principale économie mondiale, qui est l'Allemagne. Donc ça a permis ça. Ouais. Et la crise gazière. Alors attention, parce que sur le T4, le 4e trimestre, la croissance de la zone euro est à 0,5 en annualisé, c'est-à-dire en séquentiel à 0, quoi. Enfin, voilà. Et sans l'Irlande, on serait négatif, parce que l'Irlande a fait plus 13 en annualisé. Donc attention, c'est pas brillant non plus, mais on a évité, effectivement, au sens strict du terme, la récession. Bon, pour la suite, tout dépendra aussi, il y a toujours le facteur guerre en Ukraine, qui est toujours impriçable pour un économiste. Comment tout dépendra, encore une fois, de l'évolution Je pense qu'ils vont remonter les prix du gaz, mais je pense que le stress... Parce qu'en fait, quand vous faites des prévisions, il faut bien regarder la différence par rapport à l'an dernier. La guerre d'Ukraine
continue, mais la surprise de la guerre d'Ukraine et le choc que ça a eu sur les prix des matières premières en particulier, plus le choc géopolitique que ça a pu représenter pour les anticipations des décideurs économiques, une guerre en Europe, un truc qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est le conflit le plus grave depuis 1945, il faut quand même bien le dire, de la part en plus d'une grande puissance militaire, la troisième puissance militaire, puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, c'est pas rien. Donc ça joue aussi probablement sur les anticipations générales, indépendamment du choc des prix des matières premières. Mais ça, c'était quelque chose d'un peu, qui a surpris les gens l'année dernière. Là, qu'est-ce qu'on voit sur l'Ukraine? On voit une stabilisation, donc il n'y a pas de news flow, de flux de nouvelles très dégradé. Il pourrait même y en avoir, pourquoi pas, des plus positives. Donc, vous voyez, on n'en prend pas le chemin. Là, voilà. Et ce qui a choqué l'an dernier, aussi indépendamment de la guerre d'Ukraine et de la crise de l'énergie, ça a été aussi le resserrement monétaire le plus fort depuis Volcker, c'est-à-dire depuis 79-82. On a eu le choc inflationniste le plus fort depuis les années 70, puisque l'inflation américaine, par exemple, ou européenne, était sous les 2, ou à peu près, enfin, indépendamment de Covid, était sous les 2, et puis on est passé à 9, quand même, aux États-Unis. Ce choc-là aussi, il est derrière nous. Il est derrière nous, voilà. Tout ça est plutôt derrière. Et zéro. Alors n'oublions pas, parce que cerise sur le gâteau, on a en plus eu l'impact de zéro Covid sur la Chine. Parce que la Chine a réussi à faire que 3%. Un petit peu à cause de la crise mondiale, mais surtout à cause de zéro Covid. Donc là, en plus, Xi Jinping lâche sur l'immobilier, il lâche sur zéro Covid à partir du début décembre, assez clairement. Là, forcément, vous avez une réaccélération puissante et donc un facteur favorable pour l'économie mondiale. Qu'est-ce qui réaccélère aujourd'hui dans le monde? La Chine, clairement. Dès le T1. Tout le monde freine toujours? Et la... Freine tout, non, je dirais plutôt se stabilise. Les États-Unis, enfin bon, alors sur le strict plan du PIB, on était à 2,9 au T4, là on ne sera pas à 2,9 parce qu'il y avait une grosse contribution des stocks. Donc en gros, on était à, en fait, si on regardait la pente de la croissance aux États-Unis, sur la demande intérieure principalement, on est sur 1,5. Et on va rester à peu près à ça si l'emploi tient bien, si le marché immobilier résidentiel commence à se stabiliser, parce que mine de rien, depuis 4 mois, les taux hypothécaires baissent un peu. Et il y a quelques petits indicateurs qui s'améliorent sur le logement résidentiel, il y a l'emploi, les conditions macro-financières qui s'améliorent, parce que les marchés sont remontés depuis octobre. Donc, grosso modo, il y a matière à penser que la conjoncture américaine... Donc le pire est derrière nous. Va être médiocre. Est-ce que le pire est derrière nous? Oui, 2022 était une année terrible. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est si on s'était rencontrés il y a 18 mois, et puis peut-être d'ailleurs qu'on s'est rencontrés il y a 18 mois, mais si on nous avait dit qu'il y aurait une guerre d'Ukraine, le choc inflationniste le plus fort depuis 50 ans, le resserrement monétaire le plus fort depuis 40 ans, et... On aurait dit il y aura une récession. Alors, non seulement il y aura une récession, mais elle va être très sévère, ça va être un bain de sang. Et en fait, même indépendamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, l'économie mondiale a bien résisté. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que si elle a bien résisté, c'est parce que les bilans des entreprises non financières, le bilan des banques, sont beaucoup plus solides qu'auparavant. C'est pas une Donc crise la régulation a apporté ses fruits. Oui, faut le dire, même s'il y a eu des excès dans la régulation prudentielle sur les banques ou les assurances après Lehman, là ça a quand même bien aidé. Puis en plus, il y a eu les mesures de soutien budgétaire. Il n'y a pas eu que l'Europe. La Chine aussi a essayé à sauver au maximum au niveau monétaire et budgétaire ce qu'elle pouvait sauver au niveau de la croissance malgré zéro Covid. Donc tout ça, et puis alors la baisse du prix des matières premières à partir de l'été, l'amélioration aussi des chaînes d'approvisionnement aussi, parce qu'au début 2022, la principale source de préoccupation pour l'inflation, c'est pas la guerre d'Ukraine, puisqu'elle n'a pas eu lieu, c'est l'engorgement des chaînes d'approvisionnement, la pénurie. Un an après. Alors là, ça s'est effondré. Alors faut dire pas effondré, dans le bon sens du terme. Ah oui, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire le coût du fret maritime s'est vraiment effondré, les délais de livraison se sont considérablement réduits. On est revenu quasiment presque à des niveaux normaux. Alors ça a été aidé aussi Donc il n'y a plus de pénurie de semi-conducteurs, il y a plus... Alors ça dépend, il faut regarder produit par produit, mais disons que dans l'ensemble, sur l'ensemble des chaînes de biens intermédiaires, parce qu'il n'y avait pas que il y avait le bois, enfin il y avait tout un tas de trucs, toute une série de biens intermédiaires, ça s'est considérablement amélioré. Alors ça a été aidé aussi par la récession manufacturière mondiale, parce qu'on dit qu'on n'est pas en récession globale de l'économie, mais dans le manufacturier, oui, et puis la baisse de la croissance chinoise. Enfin tout ça a aidé quand même au désengorgement des ports et à l'amélioration considérable de la situation. Ce qui fait que sur l'inflation du prix des biens, les biens,
des biens manufacturés qui dépendent beaucoup des matières premières, mais également de la situation Ça baisse. ça a considérablement baissé. Le problème pour Jérôme Powell, comme pour tous les banquiers centraux, c'est le prix des services sous-jacents. Enfin, oui, l'inflation sous-jacente des services, qui est très, très rigide à la baisse. Ouais. Et qui représente dans l'indice des prix à la consommation américain, hors loyer, parce que le loyer c'est encore c'est encore autre chose, si je puis dire. Et donc ça va baisser ultérieurement grâce à un retournement passé du marché immobilier. C'est quand même 25% de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc, il y a un indice d'inflation qu'on aura cette semaine aux États-Unis. Est-ce que... Alors, il sera un peu moins bon, je pense. Oui. C'est ce que tout le monde dit. Puisqu'on avait 6,5 la dernière fois. Comme les prix de l'énergie en séquentiel ont un petit peu réaugmenté, là, sur les dernières semaines, disons que ça ne va pas être un bond très important en termes de désinflation. Donc, mais la désinflation, à mon avis, sur le premier semestre jusqu'à l'été prochain, est plutôt devant nous. Mais le chiffre devrait être peut-être... Il y a un potentiel de mauvaise surprise. Ouais, un petit potentiel de mauvaise surprise ou de déception par rapport. En tout cas, le pic est derrière en zone euro. En zone euro. Maintenant, la zone euro, il sera quand le pic? On est sûr vraiment que le pic est derrière? Il était à 18 en octobre. Ouais. 18 en octobre. Certains disent que ça va réaccélérer après. Ah bon, non. Enfin, après, en 2024, etc. En 2023, jusqu'à l'automne prochain, je pense que compte tenu des effets de base, avec l'évolution du prix de l'énergie, notamment du gaz, qui est très important, parce que gaz et électricité, c'est 5,5% de l'indice des prix à la consommation. Et comme le gaz et l'électricité sont très liés, c'est fondamental. Et l'euro, alors il y a un truc qui est très important pour la situation de l'inflation importée en zone euro, c'est que le cours de l'euro, c'est quand même dans l'ensemble plutôt apprécié depuis quelques mois. Donc au total, sur l'inflation importée, ça... Et puis il y a quand même Alors on évite la récession, mais la conjoncture est quand même extrêmement médiocre. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a encore du boulot à faire pour les banques centrales? On dit qu'il y a des inflations, mais jusqu'où et à quelle vitesse? Parce qu'on a quand même le sentiment dans le discours des banques centrales qu'elles vont devoir relever plus et plus longtemps leur taux d'intérêt. Oui, c'est notre cas. C'est la bonne politique, ça ou pas? Bah oui, je pense, parce que j'ai trouvé même que les dernières interventions de Jérôme Powell étaient un petit peu trop dovish. Pourtant, je suis plutôt dovish dans l'ensemble sur mon analyse des politiques monétaires des dernières décennies. Mais là, je pense qu'il était un petit peu trop dovish. Et je pense que le taux directeur terminal pour cette année ne sera pas à 5 ou un peu plus de 5 comme le price les futurs, mais plutôt à 5,50 au mois de juin. C'est plutôt ce que j'aurais en tête. La politique monétaire, c'est pas un truc... c'est plus un art qu'une science. Il n'y a pas de modèle quantitatif qui vous dise ça y est, compte tenu de toutes les conditions, je dois le mettre à 5,50, 5,25, 5,75. Mais qu'est-ce qui est un petit peu encore embêtant aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'inflation salariale. Bon, alors, si je... On est sous 5% en glissement annuel. Non, même moins. Si je prends le salaire horaire, on est à 4,2. Le mois précédent, 4,8. Le mois d'avant, encore 5. Donc, il y a une amélioration. Le coût de l'emploi était à 4 en rythme annualisé au T4. On était à 5,8 au début 2022. Donc, il y a une amélioration. Simplement, Powell, pour réussir sa cible, pour ramener donc l'inflation vers les 2%, on ne va pas dire à 2%, mais vers les 2%, il a besoin d'une zone de confort pour l'inflation salariale entre 3 et 3,5. On n'y est pas. On n'y est pas. Donc il y a une amélioration de ce point de vue. Mais c'est pour ça qu'il est allé encore plus loin. Voilà. Qu'est-ce que ça joue 0,25 de plus ou 2 fois 0,25 de plus en termes de hausse de taux? C'est pas ça qui fait que les salaires... non, mais attention, c'est pas seulement un impact technique, c'est un impact sur l'ensemble des conditions financières, sur l'ensemble des anticipations des agents économiques. Ouais. C'est-à-dire, quand la Fed agit, même une PME de l'Arkansas, elle va regarder quand même. Puis d'abord, en plus, il y a les conditions de crédit bancaire pour les PME américaines. Mais le gros est déjà fait. Oui, d'accord, mais c'est pas... Les 400 points de base sont déjà faits. Oui, mais il y a l'impact sur la confiance. La Réserve fédérale, c'est un gros régulateur de la macroéconomie américaine, indépendamment des mécanismes de transmission. Puis il y a les conditions financières. C'est l'économie la plus endettée, comme nous tous d'ailleurs. C'est une économie qui n'a jamais été aussi endettée, jamais été aussi financiarisée, donc qui est très dépendante des conditions monétaires et des conditions financières, macro-financières. Et qui lui cru d'ailleurs qu'on se taperait plus de 400 points de base de hausse de taux des Fed Funds, sans avoir un bain de sang sur les marchés? À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, mais voilà. Et Powell, ce qui est impressionnant dans la dernière conférence de presse que j'ai lue, qui est très longue, mais le nombre de fois où il dit « I don't know », c'est très important. Pourquoi il dit ça, en fait? Il dit ça parce qu'en fait, il est lui-même perplexe par rapport à la situation dans laquelle nous sommes.
Et il est même perplexe par rapport à ses propres anticipations. Et donc, en fait... Parce que le ralentissement n'est pas assez rapide. Et alors, c'est la résilience de l'économie américaine qui le surprend. Oui, absolument, et surtout du marché de l'emploi. Ouais. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que, bon, désinflation, il a raison d'ailleurs, hein, la désinflation est en route, les anticipations d'inflation des ménages et même des entreprises a commencé à baisser, donc il a fait le job. L'inflation médiane baisse, enfin je pourrais, et même l'inflation des salaires baisse, voilà. Simplement, sur la politique monétaire future, il est très ouvert. Il est moins dovish que ce qu'ont pensé les marchés, globalement. L'interprétation des marchés qui ont été données après sa conférence de presse du 31 janvier, son intervention à Washington le 7 février. Et je pense que le risque pour les marchés, c'est plus qu'il resserre, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un peu plus que ce qui est pricé par les marchés. Simplement, il doit y aller mollo quand même, hein. Parce que il va pas resserrer comme un malade. Parce qu'il doit tenir compte quand même du resserrement de 2022. Qui va produire ses effets. Qui va produire encore ses effets, voilà. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Certains disent surtout plus qu'encore, hein, d'ailleurs. Il paraît que c'est 18 mois pour que ça produise ses effets. Oui, mais ça commence au début, parce que les conditions financières se sont dégradées très rapidement. D'ailleurs, le marché action, par exemple, si je prends le marché action, il a commencé à baisser dès le 2 janvier. Hein, d'ailleurs, hein, il n'a pas attendu même les événements d'Ukraine. Donc les spreads de crédit sont remontés. Donc le marché immobilier a quand même corrigé très rapidement. Donc voilà, il y a quand même des éléments, simplement il doit attendre, mais pas trop en rajouter, parce que sinon, s'il en rajoute trop, l'économie étant financiarisée endettée, là on risque de rentrer en récession. Jean-Pierre Petit, une question évidemment sur les marchés boursiers, des indices boursiers qui gagnent plus de 10%, autour de 10% depuis le début de l'année, CAC 40 qui tient bon, 7200 points quasiment. Vous êtes à l'aise avec ces niveaux-là ou pas? Est-ce que c'est justifié tout ça? Alors moi je prends le S&P 500 pour le driver, parce que le CAC 40 et les indices européens ont surperformé les indices mondiaux, même pour un investisseur européen en euros par exemple. À l'aise, oui, enfin bon, je suis à l'aise, mais simplement je pense... à l'aise en général. Hein. Oui, non, mais le potentiel me semble quand même assez limité. C'est pour ça que nous, en termes stratégiques... Sur les marchés boursiers, pour vous, le potentiel est limité? Oui, il est quand même limité. Je dirais que je suis légèrement haussier, mais honnêtement, aujourd'hui, en termes de valorisation absolue, le marché américain, parce que c'est pas le marché européen qui décide, c'est pas le marché japonais, c'est pas les marchés chinois qui décident, c'est le marché américain. Il est un peu plus élevé. La prime de risque est à peine au-dessus de la moyenne, donc on n'est pas très à l'aise. Le positionnement des investisseurs, notamment des investisseurs actifs comme les hedge funds, est revenu sur le marché action. Donc c'est pas très bon. Le sentiment de marché a monté, c'est-à-dire que la confiance des investisseurs a monté. On voit dans l'enquête Bulls Bears, on le voit dans nos propres indicateurs cahier vert de sentiment de marché. Le momentum de révision des BPA, il y a eu un boulot de fait, c'est-à-dire que les analystes financiers américains ont révisé les prévisions. On peut trop réviser d'ailleurs, non? Non, je pense qu'il y a encore un petit boulot à la baisse. Sur quel sur le marché américain, toujours. Sur le quatrième trimestre? Non, sur l'année 2023. Sur l'année 2023. Moi, je parlais des résultats du quatrième trimestre. Ce qui compte pour les investisseurs, c'est qu'est-ce que prévoient les analystes et qu'est-ce que je prévois moi. Ce que je prévois moi si je suis investisseur. Disons que les analystes prévoient 4% de croissance en moyenne sur 2023. Par action, du S&P. Moi, je pense que compte tenu de la contraction des marges et de la décélération de la croissance nominale, ce sera un peu moins. Enfin, vous voyez, c'est pas que c'est très négatif. La situation n'est pas très négative, mais elle n'est pas emballante non plus. Voilà. Parce que, notamment, c'est ce que vous venez de dire, le marché a progressé depuis octobre dernier. Hein, parce que vous mentionnez... Toutes les bonnes nouvelles sont dans les cours. Ça veut dire que oui, il y a pas mal de bonnes nouvelles dans les cours, donc il n'y a pas un potentiel énorme. Donc il faut plutôt attendre la consolidation prochaine pour redevenir un peu agressif sur le marché action. Qui pourrait venir notamment de la Fed. La Fed, à mon avis, c'est le régulateur principal pour le premier semestre, sauf événements exogènes imprévisibles. Allez, merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Toujours un plaisir de converser avec lui. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. À bientôt.